Merci de nous rejoindre sur New Info pour le plateau de l'invité au lendemain des manifestations survenues en juin au Togo. À la suite d'appels lancés sur les réseaux sociaux, le gouvernement a tenu une conférence de presse ce mercredi afin de clarifier les faits. Cette intervention a également permis aux autorités togolaises de réaffirmer leur détermination à protéger les institutions républicaines contre toute tentative de subversion, y compris à travers les moyens numériques. On en parle avec mon invité, M. Isaac Tchiakbé, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Monsieur le ministre, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, bonjour Madame Guézéré, merci de me recevoir pour répondre à cette exigence qui est celle du politique, pédagogie, expliquer ce que nous faisons pour nos concitoyens. C'est le rôle régalien de l'État de maintenir l'ordre dans le sens de l'intérêt général. Mais surtout, j'espère que j'aurai l'occasion de dire aussi ce que nous faisons en termes de gouvernance, de proximité, d'empathie et de bienveillance pour nos concitoyens. J'espère que j'aurai l'occasion d'évoquer ce que nous faisons pour l'éducation, la santé, les femmes les plus vulnérables, parce qu'on nous reproche la main ferme, mais je voudrais insister sur cette gouvernance aussi pour le bien-être. Nous faisons en sorte de traduire la politique dans le quotidien des gens. C'est cela la responsabilité. Ça suppose aussi des arbitrages quand il le faut. J'en tiendrai compte en fin d'émission, Monsieur le ministre. Mais d'abord, vous aviez pris part à la rencontre du 9 juillet dernier, ayant réuni la presse nationale, celle internationale, mais également des membres du gouvernement. D'abord, le sujet évoqué, ce sont les événements passés au mois de juin, les manifestations. Justement, dites-nous, quelle compréhension avez-vous de ces manifestations que le Togo a connues au mois de juin? Écoutez, les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons entrepris de nous entretenir d'abord avec les diplomates pour leur présenter les faits, les tentatives de déstabilisation par les réseaux sociaux, des faits qui, sans phare, appelaient à la violence, des faits qui étaient constitutifs d'outrage à des dépositaires de l'autorité publique, des faits qui appelaient à détruire des édifices publics, des faits qui appelaient à l'insurrection, à tuer, qui indexaient, tous faits qui sont répréhensibles par notre loi. Nous leur avons expliqué la situation. Nous avons aussi pris le soin de leur montrer que pendant ces périodes où certains médias qui, on aura l'occasion d'en parler, préfèrent décliner, parce qu'ils sont ancrés dans des stéréotypes sur le traitement de l'information en Afrique, décliner la sinistrose. Nous avons montré que pendant qu'on voulait nous présenter un Togo en feu, nous avions un Togo où les examens se sont déroulés normalement. Les vols internationaux ont atterri à Lomé sans aucune interruption. Les activités récréatives se sont déroulées. Les banques sont ouvertes. On a montré un Togo en paix, un Togo stable. Et ensuite, nous sommes entretenus avec la presse pour leur montrer aussi ce qui se passait, les inviter à un meilleur sens des responsabilités, celui du traitement objectif de l'information. Parce que le rôle du journaliste, je me permettrai, ce n'est pas d'être un communicant ou de se transformer en activiste, mais c'est d'aller chercher l'information, de traiter l'information et de maintenir un certain équilibre dans l'information. C'est ce que nous avons fait. Et pourquoi il était si important de rencontrer la presse et de clarifier les faits, comme je le disais tantôt, dans ce contexte actuel? Parce que nous avions eu deux Togos, comme le disait mon collègue, le ministre de l'administration territoriale. Nous avions un Togo virtuel. Certains entrepreneurs de violence, comme je l'ai dit, virtuels, qui ont entrepris de vouloir déstabiliser l'État et qui ont voulu prospérer avec des médias internationaux. Alors qu'à Lomé, quand vous voyez la couverture médiatique de tout ce qui s'est passé durant cette période à Lomé, plus de la 60% des événements qui se sont déroulés à Lomé ont été couverts par des médias internationaux qui passaient leur temps à montrer un pays en feu, alors que la plupart de ces images ont été extraites de leur contexte. La plupart de ces images, souvent, étaient générées par l'intelligence artificielle. Et il était important, parce que c'est aussi le rôle du politique, de faire œuvre de pédagogie
Et parfois, quand vous avez des arguments, la meilleure preuve, ce sont les faits. Et voilà pourquoi nous nous en sommes tenus aux faits. Il était important de les clarifier, de les présenter. Monsieur le ministre, selon les communiqués du gouvernement, ces manifestations ne faisaient l'objet d'aucune demande d'autorisation au préalable. Mais le caractère non légal de ces manifestations annule-t-il la pertinence des revendications? Je rappelle par exemple que certaines des revendications portent sur la cherté de la vie. Madame Guézéré, l'état de droit, la démocratie, c'est cela. C'est de dire, l'état de droit, la démocratie, c'est un contexte où on débat de manière continue de nos différences. On sait bien que dans une société, vous avez des forces politiques qui, elles, ne sont pas d'accord. Mais quand vous n'êtes pas d'accord, il y a les espaces où ces débats doivent être discutés. Et nous avons dans notre pays 2 lieux où les questions d'intérêt national, notamment celles relatives au quotidien des gens, et je l'ai dit tantôt, nous faisons en sorte que la politique se traduise dans le quotidien des gens. Vous avez le cadre de concertation et le cadre permanent de concertation, où toutes les forces politiques sont invitées à discuter, à connaître, le CPC. Vous avez ensuite l'Assemblée nationale. Vous avez aussi la capacité de solliciter vos élus locaux. Vous avez aussi la capacité d'écrire à toutes les autorités. Vous-même avez pu constater par diverses images que pour le secteur qui me concerne, nous sommes quotidiennement, parce que nous avons été instruits pour cela par le président du Conseil, d'être en contact étroit avec nos compatriotes et de répondre à leurs attentes. Mais quand vous voulez, parce que vous le verrez, ces images, c'est une volonté délibérée de ne pas s'inscrire dans un axe républicain. C'est une volonté délibérée de ne pas s'inscrire dans l'état de droit qui, lui, nous autorise à débattre de nos différences, de nos revendications en suivant des procédures. De quoi parle-t-on? Vous m'excuserez si je prends ce ton ferme, parce que la gouvernance, elle a aussi cet aspect de la fermeté, des exigences relatives aux institutions, aux cadres qui organisent le vivre ensemble, parce qu'il s'agit pour un État de défendre l'intérêt général. Parce qu'en même temps que certains ne sont pas d'accord, d'autres approuvent la politique. Mais le gouvernant, c'est l'arbitrage qui lui permet de faire en sorte que toutes les composantes de son pays trouvent leur place dans sa manière de faire les choses. Mais vous verrez, si des gens écrivent, le président du Conseil est ouvert à toutes les suggestions qui sont faites. L'opposition, quand elle est constructive, quand il s'agit d'être force de proposition, si par exemple, vous écriviez au président du Conseil ou à toute autorité avec ce qu'on appelle la civilité, la courtoisie et les égards qui sont dus à la fonction, en lui disant, permettez que je termine rapidement, pas du tout. Si vous écrivez à l'autorité en lui disant, Monsieur le Président du Conseil, avec toute la bienveillance qui est due à votre rang, ne pensez-vous pas que dans cette situation, nous pouvions faire telle chose, telle chose, telle chose? C'est une personne humaine, c'est un parent. Et donc, quand vous utilisez ces voies de la civilité, de la courtoisie qui constituent le vivre ensemble, j'en suis persuadé, et de toute nécessité, que le président du Conseil, toute autorité, est ouverte à accéder à ces demandes, en tenant compte de la réalité économique. On oublie trop souvent que beaucoup de choses se font. On ne voit que le verre vide. Justement, Monsieur le ministre, parmi les revendications, je le citais tantôt, la vie chère, ça fait partir selon les contestataires, ils disent en gros, on a faim. Et quand les populations disent avoir faim, est-ce que l'État a failli quelque part à son devoir? Non, non, Madame Guézéré. Avant de répondre très précisément à la question, de vous montrer ce que nous faisons et que justement, quand ces revendications sont faites dans un cadre, dans l'état de droit, elles nous obligent. Quel est le pays au monde où vous n'avez pas de questions de vie chère? En France, nous avons connu les gilets jaunes. Aux États-Unis, vous avez eu des manifestations il n'y a pas longtemps pour lesquelles le président Trump a envoyé la garde républicaine.
Au Kenya, il n'y a pas longtemps, vous avez eu des manifestations. Au Sénégal, il y a moins d'une semaine, dans la banlieue de Dakar, ce sont 3 jeunes qui ont perdu la vie parce que les forces de l'ordre ont tenté de maintenir l'ordre. Quel est le pays au monde où vous n'avez pas d'avortement? Alors, pour ce qui nous concerne, nous sommes attentifs. Ce que nous faisons, par exemple, sur le plan de l'électricité, nous avons mis en place un programme, notamment le Fonds Tinga, qui permet aux populations les plus vulnérables d'accéder à l'électricité. Je rappelle que nous avons un budget de 2400 milliards et plus de 50% de ce budget, surtout dans l'axe 1 de la politique du gouvernement, est consacré à l'inclusion sociale, l'harmonie et la consolidation de la paix. C'est donc dire que tous les secteurs sociaux, l'éducation, nous avons par exemple assuré la gratuité de la scolarité jusqu'en terminale à tous les élèves qui fréquentent dans nos établissements. Nous avons mis en place des cantines scolaires pour que nos enfants puissent se restaurer. Voilà un pays où vous avez plus de la moitié des filles qui ont concouru au baccalauréat, des personnes qui ont concouru au baccalauréat première partie, sont des filles. Vous avez un pays où vous avez une assurance maladie pour la plupart de nos apprenants. Je ne dis pas que nous avons suffisamment fait, mais ça nous oblige davantage. Je vais vous faire une confidence en me départissant de la confidentialité que requiert ma fonction. Quand il m'est arrivé de discuter avec le président du Conseil, de faire le bilan, comme nous le faisons tous les trimestres, sur les actions que nous avons engagées au niveau de mon ministère, qui est celui de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, pendant 55 minutes, de manière détaillée, nous nous sommes concentrés sur les actions qui ont un impact direct sur l'emploi, des actions que mon ministère menait pour favoriser l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire des actions qui permettent la reconversion de jeunes dont les compétences ne sont pas en adéquation avec les besoins du marché. C'est de faire en sorte que tous les métiers qui ne sont pas, de valoriser les métiers, c'est de mettre en place des mécanismes qui accompagnent tous ces jeunes quand ils sortent de formation de courte durée, de les accompagner avec des kits d'installation, de les accompagner avec des financements, des mécanismes de financement rapides. Voilà des choses auxquelles nous faisons. Nous avons une population qui croît rapidement. On ne fait pas suffisamment, on ne mentionne pas suffisamment. Et justement, vous reconnaissez qu'il reste beaucoup à faire, mais comment pouvez-vous rassurer les Togolais d'un lendemain meilleur? Nous avons des cadres, c'est la pédagogie. Vous-même, vous observerez que nous sommes souvent sur le terrain. Nous avons des acteurs locaux, voilà pourquoi nous avons la décentralisation qui est en cours, la campagne qui se déroule normalement, toutes les forces politiques légalement constituées qui s'inscrivent dans l'axe républicain sont en pleine campagne. Voilà pourquoi c'est un devoir incessant. Il s'agit de mettre constamment l'ouvrage sur le métier. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui devant vous pour vous dire ce que nous faisons par exemple pour l'accès à l'eau pour nos populations en matière de couverture sanitaire, des soins ordinaires. Voilà pourquoi il s'agit d'être en capacité, non pas simplement de lancer des zoukas, d'arrêter cette personnalisation qui a tant fait mal à notre pays, de discuter des idées, des projets sans violence. Monsieur le ministre, les manifestations de juin ont été annoncées sur 3 jours. La répression de ces manifestations est-elle justifiée? Madame Guézéré, vous faites usage d'un mot, répression. Eh bien, la fois dernière, l'un de vos collègues a, de manière judicieuse, demandé quelle différence faisions-nous entre maintien de l'ordre et répression. Alors, ce collègue demandait, quand les forces de l'ordre encadrent les manifestants, les gilets jaunes, quand le président Trump envoie la garde républicaine à Los Angeles pour contenir certains manifestants qui, de manière notable, veulent en découdre,
La question était de savoir, s'agit-il de répression ou de maintien d'ordre? Eh bien, le monopole de la violence est un privilège de l'État. Et je dois vous dire que nos forces de l'ordre ont été, depuis les derniers événements, ont été bien formées pour contenir, disperser tout ce qui veulent en découdre. Mais là, nous n'avions pas des manifestants pacifiques. Nous avions, si les images le montrent, nombre de vos collègues l'ont vu, des gens qui sont arrivés avec des machettes, des gens qui ont été formés à lancer des cocktails Molotov. Nous avions des gens qui ont dit, qui avaient même ciblé votre station de télévision. Nous avions des gens qui ont manifestement, qui étaient munis de pierres, qui lançaient ces pierres. Nous n'avions plus là de manifestants pacifiques, mais notre rôle est celui de nos forces de l'ordre, dont je salue le professionnalisme, est de contenir, de ne pas céder, à la provocation qui était annoncée, puisque pour ces gens, manifestement, ces entrepreneurs de violence, et les propos le prouvent, c'était de faire en sorte que le sang coule pour jeter l'opprobre sur nos forces de l'ordre. Et heureusement que nos forces de l'ordre n'ont pas cédé à la provocation. Ils ont contenu ces manifestants, les ont dispersés en faisant, je dis bien, un usage proportionné de la force comme ils ont été formés. Et résultat, la presse internationale, reprenant certaines sources locales, évoque un bilan d'une dizaine de morts à l'issue de ces manifestations. Le gouvernement confirme-t-il ce bilan? Pas du tout. Eh bien, le procureur de la République, dans son dernier communiqué, a évoqué 5 morts par noyade. Les 2 premiers corps qui ont été repêchés, les investigations médico-légales montrent que ce sont 2 corps qui étaient déjà en état de décomposition avancée. Cela dit, il n'y avait pas de lien. Pas du tout. Permettez que je finisse sur ce volet. Ce sont des individus, des personnes qui ont été constatées, qui étaient en état de décomposition. Nous, on n'observait aucun coup, aucune violence sur ces corps. Du reste, pour évoquer le cadre dans lequel ces corps ont été découverts, ce sont les abords du 4e lac d'Akolesewa. Or, depuis quelques années, dès que ce lac a été inauguré en 2018, on note une récurrence de morts par noyade dans ce secteur. Et nous sommes sur un projet pour sécuriser les abords, parce que ces abords, c'était un ancien dépotoir où les gens avaient l'habitude d'aller déféquer, uriner, faire leurs besoins. Il s'agit, depuis quelques années, avec l'aide des partenaires, de mettre des gardes, des protections, des barrières pour empêcher que certaines populations, la nuit, errent. Parfois même, les investigations ont prouvé que certains y allaient pour des pratiques rituelles. Les éléments objectifs sont là. Des dispositions sont prises pour empêcher Elles sont prises pour empêcher. Vous posez une question essentielle, celle de médias internationaux qui ont couvert. Vous savez, il y a un rapport d'une ONG, Africa No Filter, qui, au terme d'une étude qui a duré 2 ans, a montré que les médias internationaux ne présentent qu'une facette de l'Afrique, c'est-à-dire des stéréotypes qui tournent autour des crises, de la violence, de la corruption. Et en général, c'est un argument d'autorité. Vous trouvez ce rapport. La manière dont l'information est traitée pêche par son équilibre, puisque parfois on interroge des acteurs qui ne sont même pas sur le terrain. Pour certains, il y a la complaisance de certains médias qui, dont je le dis, font profession de décliner de la sinistrose dans les pays africains. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Africa No Filter qui le mentionne, qui le répertorie, invitant ces médias à abandonner des stéréotypes qui sont ancrés dans une mentalité coloniale. Je répète textuellement les propos, les termes de ce rapport.
Or, qu'a-t-on constaté? Une entreprise de déstabilisation virtuelle, relayée par des médias internationaux qui, pour la plupart, n'interrogent, ne sont même pas à Lomé. Et eux-mêmes, un de ces médias, par exemple, a été victime aussi de fabrication d'informations. Ce qui est fâcheux, c'est que parfois, ces médias ont la fâcheuse, je me permets, ou tendance à interroger des gens qui n'ont aucun ancrage national, des gens dont l'ancrage se résume à leur personne, les gens pour lesquels le discours politique... Vous estimez, Monsieur le ministre, que le traitement de l'information pendant ce sont les faits qui parlent. Crise, ce sont les faits il y a eu un traitement biaisé de l'information. Ce sont les faits qui parlent, Madame Guézéré. J'invoque ce qu'Africa No Filter dit, et les faits parlent. On a prouvé aujourd'hui que toutes les informations, certains médias évoquent tantôt 3 morts, tantôt 4 morts, tantôt 7 morts, sans les avoir documentés. Sur la base de quoi? C'est simplement sur la base... Face à cela, pensez-vous, Monsieur le ministre, que certains réseaux étrangers tenteraient de jeter de l'huile sur le feu au Togo? Ce sont des entrepreneurs de violence installés à l'étranger, c'est-à-dire des gens qui, pour la plupart, sont en délicatesse avec les lois de leur pays. Ce sont ces gens qui ont entrepris. Et ce que je dis, je n'invente pas. C'est-à-dire que vous voyez bien quand vous ouvrez les réseaux sociaux, et vous voyez bien que ces gens ont entrepris de déstabiliser le pays. Ils ne s'en cachent même pas. Et du reste, ça me permet d'aller dans le sens où il est temps peut-être de trouver une réponse institutionnelle à ces formes de contestation qui ne s'inscrivent pas dans l'état de droit, dans la démocratie. Ça me permet de rappeler ce propos du président Obama le 21 avril 2022, où il mentionnait, il indiquait que les réseaux sociaux non réglementés constituent une menace pour le vivre ensemble, pour la démocratie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens dont, se retranchant derrière une caméra, ils ont le loisir d'insulter, d'invectiver, de dénoncer à la vindicte, de dire, toi, on sait où tu habites, on ira te chercher. Le gouvernement, à l'issue de la conférence de presse de mercredi, a annoncé traquer des activistes qui ont appelé à la violence, au meurtre visant certaines personnalités publiques du pays. Cette action a-t-elle des chances d'aboutir? Écoutez, la justice, c'est un temps long. En tout cas, pour ce qui nous concerne, parce que nous avons la responsabilité, je dis bien, Madame Guézéré, il s'agit de l'État dans toute sa majesté. Nous ne parlons pas d'affaires de Boy Scouts. L'État est le détenteur il est régalien. Il a le pouvoir, le droit de maintenir la sécurité et la stabilité pour tous. Et quand il arrivera, les instructions sont données, des instructions seront données pour faire en sorte de garantir la stabilité, la sécurité, parce qu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État, crime puni par l'article 550 de notre code pénal. Et l'action de la justice suivra son cours. Je ne la commenterai pas davantage. Nous avons constamment le sens de la responsabilité qui est de garantir la sécurité, de faire en sorte que nos concitoyens puissent vaquer librement à leurs occupations et prospérer. Et il est de notre devoir, de notre responsabilité de faire en sorte que si des gens veulent empêcher l'État de fonctionner, de réagir. Un principe tout simple, à toute action A, il faut une réaction proportionnelle ou d'égale intensité, sinon vous avez des équilibres. Le blogging et les affaires politiques ne font peut-être pas bon ménage, mais les blogueurs et influenceurs tentent une jonction aujourd'hui avec les partis politiques. Quel regard portez-vous sur ce rapprochement? Nous avons un cadre, celui de l'état de droit, celui des règles de la démocratie. C'est de faire en sorte que les différences, les dissentiments s'expriment dans un cadre au sein de certaines institutions. Mais quand des forces choisissent délibérément de s'inscrire en dehors de la légalité, ils devront en assumer les conséquences. C'est-à-dire que l'État fasse en sorte de rétablir l'ordre et son autorité.
Voilà pourquoi tantôt je parlais de majesté de l'État. L'État, c'est une entité majestueuse. Quand vous voulez la détruire, il est important qu'elle mette en branle tout ce que la loi, le droit lui permet pour garantir la sécurité, de garantir en sorte que les vols internationaux atterrissent, que ceux qui ont investi dans notre pays puissent prospérer, continuent à investir pour produire de l'emploi et la prospérité pour notre pays. Si ces blogueurs veulent avoir un débat constructif, ne pas outrager ceux qui sont dépositaires de l'action publique, eh bien, je dis, tant mieux, bon vent. À ce que je sache, la plupart des partis politiques sont en pleine campagne. J'ai remarqué hier qu'à Palimé, la DMP était en pleine campagne. L'ANC est en pleine campagne. Nous avons sillonné des artères de la rue de Lomé. Nous avons vu des caravanes de l'ANC. La campagne se déroule normalement. C'est donc dire que ces personnes s'inscrivent dans un axe républicain. Le problème, toutefois, il est celui-ci. C'est que beaucoup de ces forces politiques, je parle des forces politiques légalement constituées, celles qui respectent la charte des partis politiques, sont confrontées à deux logiques. Une logique de contradiction, une logique du paradoxe. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que voilà des gens qui veulent s'inscrire dans l'état de droit et parfois vont jusqu'à vouloir contester la légitimité légale. On ne leur demande pas de contester la légitimité charismatique ou la légitimité de l'autorité. Mais dès lors que l'autorité est investie du pouvoir, il a une légitimité légale. Mais si vous ne respectez pas cette légitimité légale, vous êtes hors la loi. Vous appelez à plus de pragmatisme? Ce n'est pas l'objet de notre débat. Je suis un acteur politique, je suis aussi un homme de réflexion. J'estime qu'il y a, depuis que les corps politiques existent dans notre pays, c'est-à-dire des entités se sont constituées pour réfléchir comment conduire la nation, il a été très difficile de trouver des gens qui veulent conquérir le pouvoir d'État, l'exercer, administrer l'État, en ayant un projet, une vision qui reste dans un cadre de la légalité. On oscille souvent entre militantisme, propension à plaire à une base militante, j'ai connu ça aussi, et dynamique qui est celle de l'exercice du pouvoir qui consiste à arbitrer même ce que vous n'aimez pas. Et il est temps peut-être que la plupart de ces forces politiques qui aspirent à conquérir le pouvoir d'État s'extraient de cette propension à plaire à une base militante. Vous parliez tantôt justement de la campagne électorale en cours en vue des élections municipales. Les appels à manifester auront-ils, selon vous, des incidents sur le scrutin à venir, celui du 17 juillet? Nullement. Nullement. Et nous n'avons pas observé d'interruption de meeting. Vous-même projetez tous les soirs ce que la FOSEM, la Force Sécurité Élections Municipales, le bilan qui est fait journellement. Nous n'avons noté à ce jour aucun incident. C'est donc dire que le processus électoral se déroule à la perfection. Le problème, c'est que je le disais tantôt, nous sommes englués dans une logique du paradoxe, c'est-à-dire que on est placé entre un seau d'eau, un seau où vous avez de l'avoine. Alors on ne sait pas ce qu'il faut aller manger ou ce qu'il faut aller boire. Et c'est ainsi que l'âne de Buridan meurt de faim. Quand vous vous extrayez de ce paradoxe ou de la contradiction, eh bien vous savez où vous voulez aller. C'est donc dire, pour revenir de façon précise au propos, c'est que les gens font campagne, mais en même temps, certains, ce n'est pas en conformité avec les intentions. Ils appellent à un report, alors que voilà la première fois ou une fois où nous avons un respect des délais constitutionnels pour le processus. Et aujourd'hui, je ne vois pas la raison pour laquelle on reporterait ces élections. Mais les faits sont là,
toutes les forces politiques font campagne. Vous verrez vous-même que dans la presse, selon les dispositions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, les messages de propagande sont transmis pour la plupart de ces forces. Mais en même temps, on envoie un autre message ambivalent. C'est cette logique de la contradiction et du paradoxe dont je parlais tout à l'heure. Monsieur le ministre, nous allons donc saisir l'occasion de votre présence pour vous poser cette question. Certains réseaux sociaux ne sont plus accessibles depuis un moment au Togo. Cette mesure ne pénalise-t-il pas plutôt l'économie nationale? Lesquels réseaux sociaux ne fonctionnent pas? Vous les connaissez Je ne suis pas un addict. Mais en tout cas, je peux dire une chose, c'est que WhatsApp fonctionne. En effet, WhatsApp fait partie des réseaux Je sociaux. répondrai à votre question de manière directe. Vous savez ce qu'a fait la Chine ou d'autres pays? Ils ont créé un Big Firewall, une grande muraille, pour protéger leur population de la diffusion d'informations toxiques. Aujourd'hui, nous avons été confrontés à une attaque sans précédent, virtuelle. Moi, pour ma part, je suggère aux autorités de vite mettre sur le chantier la réflexion pour trouver une réponse institutionnelle à ces nouvelles formes de débat. Je m'autorise de deux choses pour le dire. Un, la déclaration du président Obama, qui lui-même reconnaît qu'il a été élu grâce aux réseaux sociaux, et qui, dans une allocution de plus d'1 heure de temps à Stanford University, a dit que les réseaux sociaux amplifient les pires instincts de l'humanité en diffusant des propos inflammatoires, polarisants. Et il appelle à une régulation des réseaux sociaux. Ce discours, on le trouve aisément. Sans compter que l'Union européenne, récemment, a mis en place ce qu'on appelle le DSA, le Digital Service Act. Pour le cas du Togo, qu'est-ce qui est prévu, monsieur le ministre? Nous sommes en pleine réflexion. Nous sommes en pleine réflexion parce qu'il s'agit de faire en sorte que les activités économiques puissent continuer, mais que l'usage que certains font des réseaux sociaux pour déstabiliser l'État, que cet usage ne puisse pas prospérer. Et pour un avenir beaucoup plus serein, quelle gestion faire de la crise actuelle? Eh bien, vous me donnez l'occasion d'en venir... D'évoquer la gouvernance de proximité. Mais, bien sûr, vous me donnez l'occasion d'en venir à ce qui m'est cher, à ce qui est cher au président du Conseil. Parce que, excusez-moi, je veux le dire avec tout le respect que je lui dois, le pauvre, voilà, tous les jours, des gens qui passent leur temps à invectiver, à outrager. Mais les gens oublient que le souci permanent quotidien, c'est de faire en sorte que les populations rurales, à l'horizon 2030, aient de l'eau. C'est de faire en sorte que la couverture sanitaire soit amplifiée, que les soins ordinaires soient assurés pour nos populations. C'est de faire en sorte que nous avons construit plus de 4000 salles de classe en 2020-2024. Nous avons construit des écoles normales pour assurer la formation continue et la formation initiale des enseignants. Nous avons mis en place des programmes pour recruter des fonctionnaires. Je vous ai parlé tantôt du projet Tinga. Nous avons augmenté notre capacité de couverture électrique. Nous sommes passés à plus de 300 mégawatts pour notre pays. Or, je dois le dire, toute l'Afrique est plus faiblement électrifiée que l'Allemagne. Mais nous sommes engagés dans un programme pour améliorer la gouvernance, le bien-être quotidien de nos concitoyens. Je parlais tantôt de l'agriculture. Plus de 50 milliards grâce au MIFA, au fonds pour promouvoir l'investissement des petites et moyennes entreprises, existent pour accompagner les producteurs. Nous avons mis en place dans les apps des mécanismes pour l'agriculture, l'irrigation, quotidiennement. Nous sommes à l'écoute, quotidiennement nous faisons en sorte. Mais ce qu'on oublie, parce que certains préfèrent voir le verre à moitié vide, nous avons 2400 milliards. Mais
plus de la moitié est consacrée. Nous avons aussi des impératifs de sécurité. Plus de la moitié de notre investissement est consacré à l'éducation, à la santé, je vous l'ai dit tantôt. Dans notre pays, les gens vont à l'école du primaire jusqu'au baccalauréat sans payer dans l'enseignement public. Nous ne disons pas que nous avons fini. La satisfaction du président du Conseil, la mienne propre, parce que pour moi, être en responsabilité, c'est un sacerdoce. C'est cela aussi que, c'est le message aussi, les orientations que nous donne le président du Conseil. C'est du reste pour cela que j'ai accepté de faire partie du gouvernement. C'est parce que j'estime qu'il y a des compétences à mettre au service des autres. Et nous le faisons quotidiennement. Mais si, bien sûr, nous ne disons pas que nous faisons les choses, elles sont parfaites. Que les conseils, que les sollicitations nous soient transmises de manière respectueuse, courtoise et civile. Même si elles ne nous sont pas transmises en ayant égard au rang et à la fonction qui est la nôtre, mais au moins qu'elles nous soient transmises avec courtoisie. Vous savez, j'ai l'impression que nous avons beaucoup perdu certains enseignements de nos traditions. Quand une personne a mis quelque chose autour d'un pagne, en Milan, on dit, vous croyez que c'est facile de l'enlever comme ça autour du pagne de la personne en menaçant? Non, mais quand vous y allez, sans l'arbinisme, avec la courtoisie et la bienveillance qui se lit dans vos yeux, on vous donne. Monsieur le ministre, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Aurez-vous un dernier message à l'endroit des Togolais? Deux choses, de court terme, de moyen et de long terme. De court terme, de féliciter toutes les forces politiques qui sont engagées dans le processus électoral, qui respectent l'état de droit, en les invitant à donner de façon continue des messages de paix, de respect de l'ordre à leurs militants, aux personnes qui vont voter. Évidemment, comme on le dit, quand dimanche sera bien, c'est dès vendredi qu'on l'observe, et j'espère que les augures sont là pour nous montrer que le processus, le jour des élections, nous aurons un vote apaisé. Message de moyen et de court terme. Il est temps que nous bâtissions, que nous consolidions le vivre ensemble. Ceux qui veulent s'inscrire en dehors de l'as républicain devront subir la rigueur de la loi. En revanche, toute personne qui est animée de bienveillance et qui respecte l'autre aura toujours la main tendue. Nous sommes attentifs à écouter les attentes, les demandes de nos concitoyens et à les mettre en œuvre pour autant que les moyens dont l'État dispose le permettent. Je finirai en disant, vous savez quel était le sens du discours du président du Conseil pour le sommet sur la dette, quand il appelait à une nouvelle doctrine pour la dette? Parce que tout simplement, la logique financière et comptable qui oblige certains pays à avoir une dette soutenable est incompatible avec les exigences qui sont, ou plutôt les problématiques qui sont les nôtres. Les problématiques qui sont les nôtres dans les pays africains ne sont pas des problématiques politiques et idéologiques. Ce sont simplement des problématiques de réduire la misère et la pauvreté, de soigner nos concitoyens. Voilà pourquoi c'est déjà l'un des indices de sa gouvernance de proximité, de faire en sorte de plaider pour que nous ayons davantage de marge pour œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens. Monsieur Diakpé, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, en espérant que vous m'inviterez davantage pour venir expliquer à nos concitoyens comment nous sommes à leurs écoutes, comment nous travaillons pour leurs besoins. NIWOD, en tant que média, fera sa part. Merci bien. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.